Affrontement ce matin à l'usine Talbot de Poissy entre grévistes et non-grévistes. Le fossé se creuse entre la CGT et la CFDT. Bilan satisfaisant pour les comptes de la sécurité sociale en 83. Le ministre Pierre Bérégovoy souligne l'efficacité des mesures d'assainissement. Nouveau raid israélien ce matin au Liban contre des bases chiites près de Baalbek. Il y aurait plus de 60 morts. Accalmie en Tunisie, au moins dans la capitale et à Sfax, l'état d'urgence est pourtant maintenu. Madame, Monsieur, bonsoir. En dépit de l'accord intervenu il y a 3 semaines entre le gouvernement et la direction, en dépit de l'évacuation de l'usine par les forces de l'ordre il y a quelques jours, en dépit aussi des appels au calme lancés par les hiérarchies syndicales, mis à part la CFDT, la situation à l'usine Talbot de Poissy ne se dénoue pas, au contraire, elle durcit. Des affrontements ont eu lieu ce matin entre grévistes et non-grévistes. La CGT et la CFDT divergent de plus en plus de tactiques et à la base, la tension paraît difficile à contrôler. Corinne Pertuis et Jean-Jacques Le Garec. La matinée a mal commencé. Dès 7 heures, l'heure de la reprise du travail, des ouvriers déjà sur les chaînes essuient des jets de boulons de la part des grévistes. Il y a plusieurs blessés, dont un grave. Jean-Pierre Noual de la CFDT appelle les grévistes au calme. On doit éviter tous les affrontements, c'est clair. Lui-même a du mal à se contrôler. Tu sais ce qui s'est passé au départ? Les ouvriers apprennent alors qu'au premier étage, c'est la maîtrise de l'atelier peinture qui refoule les grévistes à coups de lances à incendie, de bombes lacrymogènes et de divers projectiles. Derrière cette porte, la maîtrise de l'atelier peinture. Dans l'excitation, tous ceux qui veulent travailler sont malmenés, tous, sans exception. En bas, Nora Tréhel a aussi du mal à faire accepter à ses troupes l'idée qu'il est temps de continuer l'action à son poste de travail. Avons-nous intérêt à être divisés, à être 500 d'un côté et 16 000 de l'autre? C'est ça que nous voulons? Moi je dis non. Moi je dis non. Elle est pour la reprise de travail. Nous, on est d'accord pour la reprise de travail, mais à condition que la revendication légitime qu'on a soulevée soit satisfaite et le gouvernement doit avancer les choses parce qu'on n'est pas venu ici pour chômer, ni pour se transformer en clochard ou en délinquant pour détruire l'image de l'immigré qui est déjà détruite. Dernière tentative de la CGT pour reprendre les choses en main, à Kagazi, le leader immigré incontesté de Citroën Aulnay est dans l'usine. On a eu droit à tous les adjectifs. Dernière tentative de la CFDT, elle assouplit ses positions. Ce matin, on a constaté une tension extrêmement forte dans les ateliers et nous avons convenu entre nous qu'il fallait essayer effectivement d'y mettre fin. Nous avons déclaré qu'il était possible de placer le personnel concerné par les licenciements, c'est-à-dire les 1905 personnes, en chômage technique dans un premier temps, et le temps qu'il faudrait pour trouver finalement les solutions aux problèmes. La CFDT a décidé de ne pas occuper l'usine cette nuit pour éviter tout affrontement avec la maîtrise. Mais dans les têtes, c'est l'inquiétude. Beaucoup se sont remis au travail dans la crainte du dépôt de bilan. Demain, dans un comité d'entreprise exceptionnel, Peugeot se donnera les moyens juridiques d'abandonner Talbot si les choses tournaient mal. Et ce soir, dans un communiqué, le ministre chargé de l'Emploi, Jacques Ralit, précise que l'accord du 17 décembre dernier entre le gouvernement et la direction n'a pas été négocié avec la seule CGT, mais il précise que la CFDT, elle aussi, a été consultée. Dans notre dernier journal, tout à l'heure à 23h15, un débat sur la signification du conflit Talbot dans le contexte social actuel opposera 2 journalistes, Martine Bullard de l'Humanité et Denis Pingot du Matin. À l'Élysée, où se sont poursuivies aujourd'hui les traditionnelles cérémonies des vœux, le président Mitterrand recevait précisément les organisations professionnelles, sociales et culturelles, à commencer par les syndicats et le patronat. Le chef de l'État a insisté sur l'utile harmonie du corps social. Bernard Pradino.
Le dialogue, affirme M. Mitterrand, sert l'ensemble des intérêts du pays. Le dialogue, ce peut être le débat, voire la contradiction. Les vœux du président aux représentants des syndicats et du patronat se résument par cette phrase « dialogue, mais pas affrontement ». Bonne année pour que l'ensemble des intérêts qu'il est bon de défendre puissent s'harmoniser assez pour que notre corps social ne se divise pas, n'aille pas vers la désagrégation ou les affrontements. M. Mitterrand a enfin invité ceux qui le voudront, parmi ceux qui étaient là, à venir débattre avec lui, dans les semaines qui viennent, des intérêts de la France. Premier conseil des ministres de l'année ce matin à l'Élysée, un conseil des ministres consacré essentiellement à la réaffirmation par le chef de l'État et son Premier ministre de la priorité que représente cette année encore la lutte contre l'inflation. Rappelant solennellement les objectifs économiques de l'année, le président Mitterrand a souligné que le processus de libération des prix restait le but assigné là où la concurrence était effective. Il faut à la fois continuer la lutte rigoureuse pour combattre l'inflation et affirmer la nécessaire vérité des prix, car on ne peut masquer la réalité, a dit le chef de l'État, qui a demandé au Premier ministre et au ministre de l'Intérieur de mobiliser dans ce sens les hauts fonctionnaires. Le Premier ministre Pierre Mauroy, de son côté, a indiqué que l'objectif visé est une inflation de 5% en 84 et que l'évolution des salaires doit être maintenue dans ce cadre. C'est dans le même sens que le ministère de l'économie et les représentants de plusieurs professions ont signé quelques 65 engagements de lutte contre l'inflation. Principaux créneaux, la presse quotidienne, les produits industriels et certains services. Jean-Claude Renaud. Les quotidiens parisiens pourront augmenter de 5% l'an prochain. Les quotidiens de province auront droit à plus 20 centimes. Le prix des abonnements sera libre. Pour les produits industriels, les engagements couvrent environ 60% du chiffre d'affaires des différents secteurs, ce qui est beaucoup. Et ils prévoient en moyenne des hausses de 4 à 5% en 2 étapes. Quelques exemples de produits concernés: les ampoules électriques, plus 3%, les postes de radio et de télécouleurs, plus 4%, les cycles et cyclomoteurs, plus 5%. Quelques produits soumis à une forte concurrence étrangère pourront évoluer librement. Les télés noirs et blancs, les robots ménagers et les fers à repasser par exemple. Enfin, dans le secteur des services, on peut noter que les travaux photographiques d'amateurs pourront augmenter de 4% et la location de véhicules industriels de 4,5%. C'est peu, mais dans les services, les engagements de modération sont plus difficiles à obtenir. Le ministère de l'économie a annoncé par ailleurs aujourd'hui le montant des hausses des produits pétroliers qui interviendront le 11 janvier prochain. Une hausse moyenne de 2%, ce qui voudra dire 9 centimes de plus pour le litre de super, 8 centimes de plus pour l'essence ordinaire, 9 centimes pour le gasoil et 4 centimes pour le fioul domestique. À partir du 11 janvier donc, et pour la première fois, le prix du litre de super en région parisienne dépassera le seuil des 5 francs, puisqu'il sera de 5 francs 0,4. Une autre hausse en perspective, celle du prix du gaz, qui augmentera sans doute de 5% le 15 février prochain. Ces mouvements de prix les plus élevés depuis l'été dernier répercutent en partie la hausse du dollar. Le dollar qui aujourd'hui a franchi un nouveau record historique à Paris en cotant 8 francs 52. La devise américaine comme le yen japonais a flambé sur toutes les places financières en raison de la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis et de la tension au Moyen-Orient. Revenons au Conseil des ministres de ce matin avec le projet développé par le secrétaire d'État à la consommation, Madame Lalumière. Un projet qui intéresse les acheteurs et les utilisateurs de voitures d'occasion. Madame Lalumière voudrait en effet mettre en place un dispositif de contrôle technique semblable à ce qui existe déjà dans d'autres pays européens. Ève Mettet. Examen de santé obligatoire pour toute voiture de plus de 5 ans revendue sur le marché de l'occasion, c'est la décision annoncée ce matin par Catherine Lalumière en Conseil des ministres. La France est un des rares pays d'Europe où il n'existe jusqu'à présent aucun contrôle de sécurité obligatoire. Première conséquence, les 5 millions de voitures accidentées par an peuvent sans aucune garantie être remises en circulation après une réparation sommaire par un garagiste.
Deuxième conséquence, chaque année, la France accueille 20 000 voitures dangereuses refusées lors des contrôles obligatoires à l'étranger. Pour l'établissement d'un contrôle de sécurité systématique en France, reste un problème de moyens. Chaque année, le marché de la voiture d'occasion représente 4 millions de véhicules. Et pour contrôler ces 4 millions de véhicules, il ne faudrait pas moins de 1300 centres. Première solution envisagée, multiplier les 400 centres autobilans déjà existants, agréés par le ministère des Transports. Mais la plupart des centres autobilans ne sont autres que des garages, une structure peu adaptée à un contrôle objectif. Moi, je ne crois pas que l'on puisse dire qu'un garagiste est crédible lorsque vous lui demandez de faire ses contrôles techniques. Vous imaginez un garagiste vous disant « Mon véhicule n'est pas sûr, il n'est pas de bonne qualité, il est dangereux ». Certainement pas. Deuxième solution, créer, à l'instar du système allemand, des centres de contrôle indépendants régis par l'administration. Seule garantie d'un contrôle objectif. Le gouvernement s'est donné 6 mois pour choisir entre les deux solutions. Au Conseil des ministres encore, Madame Roudy, ministre des Droits de la Femme, a présenté son programme d'action pour l'année. Un programme qui vise essentiellement à améliorer, malgré la crise, l'accès des femmes à l'emploi et leur assurer une réelle formation professionnelle. Le ministre des Affaires sociales et de la Solidarité est satisfait. Les mesures d'assainissement mises en place au cours des derniers mois pour éponger le déficit chronique de la sécurité sociale, ces mesures ont porté leurs fruits et le bilan des comptes pour l'année écoulée est encourageant. C'est ce que M. Bérégovoy a révélé, chiffres à l'appui, à Martine Gilson. Demain matin seront rendus publics les chiffres de la trésorerie. À 200 millions près, les comptes seront équilibrés. Il y avait un déficit de trésorerie à la fin de 1982 de 11 milliards 600 millions. Cela montre l'importance du résultat obtenu. Autrement dit, nous avons couvert les déficits de 1980 et 1982 grâce à l'excédent réalisé en 1983. Et ce résultat, nous le devons au ralentissement des dépenses de santé pour l'essentiel, puisque les dépenses de santé qui augmentaient en volume de 7% par an n'auront augmenté en 1983 que de 1,5% par an. C'est le meilleur chiffre depuis 1969, c'est le chiffre le plus bas. Et c'est très important, parce qu'on apporte la démonstration que l'on peut bien soigner les Français en dépensant moins, grâce à un effort de gestion important auquel se sont associés les assurés sociaux, qui ont pris conscience de l'importance des enjeux, les professions médicales, les gestionnaires des hôpitaux, et j'ajouterais le gouvernement. Et nous l'avons fait tout en continuant à moderniser nos hôpitaux et à développer les équipements. Mais nous avons obtenu qu'on reste un peu moins longtemps à l'hôpital, qu'on y passe moins de jours, et on peut, en y passant moins de jours, être aussi bien soigné. Pour 84, je suppose que les comptes seront également équilibrés. En 85, si la reprise n'est pas au rendez-vous. Les comptes seront équilibrés en 1984, dans les conditions que j'ai déjà exposées, et en 1985, ils le seront aussi, pour la bonne raison que si l'on veut maintenir le système de protection sociale, je le répète, il ne faut pas accepter que se creuse un déficit. Et si, comme je l'espère, la reprise est au rendez-vous, cela veut dire ce que nous faisons actuellement, la modernisation de notre industrie, nous permet de regagner le chemin de la croissance, cela sera beaucoup plus facile d'équilibrer les comptes de la sécurité sociale et tout le monde y gagnera. Si elle n'est pas au rendez-vous? Si elle n'est pas au rendez-vous, on verra bien. Ne voyez pas toujours le pire. Les avions renifleurs d'Elf-Aquitaine n'en finissent pas de nourrir la polémique, en tout cas sur le plan politique. Sur le plan technique, en effet, à la lumière entre autres des conclusions maintenant publiées du rapport de la Cour des comptes, sur le plan technique donc il n'y a aucun doute que les dirigeants d'Elf-Aquitaine et donc les responsables politiques de l'époque ont été menés par le bout du nez entre 1976 et 1979. Les promoteurs du procédé qui devait permettre en principe, en pleine crise pétrolière, de trouver facilement de nouvelles sources de pétrole, les promoteurs du procédé avaient en effet mis au point une méthode savamment truquée pour abuser les responsables. C'est ce que vous prouve, démonstration à l'appui, Patrick Esther.
Deux types de matériel étaient utilisés. D'abord le système Delta installé dans un avion évoluant à 5000 mètres d'altitude, capable selon les inventeurs de détecter des gisements de pétrole jusqu'à 6000 mètres sous terre et d'en tracer les contours grâce à un bip-bip sonore. En fait, ce détecteur Delta était essentiellement un bricolage, au demeurant génial, utilisant deux magnétoscopes avec lesquels les inventeurs enregistraient images et sons avant même que l'avion ne décolle. En vol, les observateurs de la société pétrolière ne faisaient donc qu'assister à la projection de cartes géologiques enregistrées à l'avance et savamment déguisées grâce à un ordinateur. Le second système renifleur, lui, travaillait posé à même le sol, caché sous une vulgaire tente de camping. C'était l'appareil Omega. La supercherie sera véritablement démasquée le 24 mai 1979. Ce jour-là, un expert scientifique de haut niveau organise à Rueil une expérience déterminante. Cet expert, choisi par André Giraud, c'est Jules Horowitz, directeur de la recherche fondamentale au commissariat à l'énergie atomique. Puisque le détecteur Omega peut voir jusqu'à 6000 mètres de profondeur dans la Terre, il doit forcément pouvoir voir à travers une cloison comme celle-ci, très ordinaire. Alors l'expert scientifique décide de placer une pièce métallique comme celle-là derrière le mur et demande aux inventeurs de visualiser cette pièce. Malheureusement, l'écran de contrôle de l'appareil Omega reste vierge. Il ne se passe rien. Cela dit, tout le monde le sait, une expérience scientifique peut toujours rater, ça arrive. Alors l'expert propose une nouvelle expérience avec une vulgaire règle toute droite cette fois. Il place la règle derrière le mur à nouveau, mais cette fois-ci, les inventeurs ont eu le temps de voir la règle. Et quand on demande de visualiser la règle apparaît sur l'écran de contrôle. Tout est parfait, tout le monde est content. Eh bien non, pas du tout. Parce que l'expert scientifique sourit. En allant derrière le mur, alors qu'on ne le voyait plus, il a tordu cette règle. Et l'image qu'on aurait dû avoir sur l'écran, eh bien, aurait dû ressembler à une sorte de V. C'est pas du tout le cas. Il y a donc eu supercherie. Un peu plus tard, quand on ouvre l'appareil, on découvre, au stupeur, une vulgaire feuille de photocopieuse, mais celle-là a quand même coûté 50 milliards de centimes. Je m'exprimerai en temps voulu, mais pas dans ce tourbillon de polémiques. Cela ne ferait qu'ajouter à la cacophonie. C'est en ces termes que le président Mitterrand vient de commenter à l'Élysée l'affaire d'Elf-Aquitaine. Le chef de l'État bavardait à bâton rompu avec les journalistes venus lui présenter leurs vœux. De jour en jour, en tout cas, de nouveaux détails sont maintenant connus sur les différents aspects de l'affaire, sans pour autant que réapparaisse donc la trace de ces 500 millions de francs disparus. L'Union de banques suisses invoquant le secret bancaire continue de se taire. Par ailleurs, la Cour des comptes indique que, contrairement aux allégations du Canard enchaîné, les pièces justificatives du rapport n'ont pas été détruites par l'ancien président de la Cour des comptes, M. Beck, mais qu'elles existent toujours dans les archives de la société Elf. Et justement, l'homme qui présidait à l'époque aux destinées d'Elf-Aquitaine, Pierre Guillaumat, a choisi aujourd'hui de rompre le silence en assumant pleine responsabilité de l'affaire. Paul Amar. Pierre Guillaumat fait preuve de courage. Il assume, vous venez de le dire, toutes ses responsabilités. Et sa déclaration très explicite a dû soulager de nombreuses personnes. Les dirigeants de la société Elf, tout d'abord, dont l'image a pu être ternie et que Pierre Guillaumat tente de réhabiliter. C'est sous mon autorité et sur mes instructions, écrit-il, que les responsables du groupe Elf-Aquitaine ont suivi les opérations avec, à leur désavantage, trop peu d'informations. Son communiqué a dû également satisfaire les anciens dirigeants politiques, dont la responsabilité paraît atténuée. C'est moi, précise-t-il, qui ai informé Valéry Giscard d'Estaing, puis Raymond Barre. C'est moi qui ai signé le premier contrat et qui ai obtenu les autorisations dérogatoires au règlement pour conserver le secret. Pierre Guillaumat tente ainsi de dédouaner l'ancien président de la République et l'ancien Premier ministre qui lui ont fait, ajoute-t-il, pleinement confiance. Autrement dit, ce polytechnicien, ancien ministre des Armées, qui a dirigé les RAP pendant 12 ans et qui en a fait un véritable empire, prend tout sur lui, ou presque tout. Ces précisions portent en effet uniquement sur le déroulement de l'opération de 76 à 79, de la signature du premier contrat au constat d'échec. Il entend ainsi limiter sa responsabilité à cette période seulement. Il ne dit pas un mot sur ce qui s'est passé après 79, sur le rapport de la Cour des comptes et surtout sur le fait que ce rapport n'ait pas été transmis aux successeurs. Or, la querelle politique, très vive aujourd'hui, porte davantage sur ce point que sur l'affaire elle-même.
Le journal Le Matin publiera demain un sondage exclusif sur l'affaire des avions renifleurs, ou plutôt sur les réactions des Français. Et ces réactions sont bien intéressantes. 44% des personnes interrogées contre 23 donnent raison au gouvernement pour avoir publié le rapport de la Cour des comptes. Mais le gouvernement ne semble pas pour autant retirer grand profit politique de l'opération. Un Français sur 5 estime même que la position du Premier ministre Pierre Mauroy en sort affaibli, mais ce sont bien sûr surtout les dirigeants de l'opposition qui en font les frais, puisque un Français sur 3 estime que messieurs Giscard d'Estaing et Barre en sortent affaiblis. Passons maintenant à l'actualité à l'étranger et d'abord bien sûr à la situation en Tunisie. La Tunisie qui, sous l'effet de l'état d'urgence et du couvre-feu instauré hier soir, semble s'être calmée. Le Premier ministre Mohamed Mzali a lancé tard hier soir un appel au calme, mais l'état d'urgence reste maintenu. À Tunis, notre envoyé spécial Gérard Rinet. Depuis hier soir, les chars et les automitrailleuses ont pris position au carrefour des grandes artères de la capitale. C'est la réponse du gouvernement tunisien à la révolte du pain commencée dans le sud il y a quelques jours. Les rues de Tunis ce matin étaient encore jonchées de pierres et de carcasses de voitures calcinées. Ici, dans le quartier des Souks, le quartier pauvre de Tunis, la manifestation a revêtu une tournure dramatique. Magasins pillés, boutiques incendiées, bâtiments publics mis à sac. La garde nationale a dû faire appel à plusieurs reprises à l'armée pour reprendre en main la situation. L'ampleur de ces manifestations a apparemment surpris les autorités. Mais aujourd'hui, tout semble calme. Les boutiques sont réouvertes et les Tunisiens se sont rendus à leur travail, mais avec beaucoup de difficultés. Bus et trains ne fonctionnent pas, seuls les taxis sont réapparus timidement. Autour de l'université, fermée jusqu'à samedi, l'armée a pris position. C'est d'ici, à quelques kilomètres du centre de Tunis, que la manifestation serait partie pour se répandre dans toute la ville. L'atmosphère reste tendue car l'état d'urgence décrété par le gouvernement permet à l'armée de tirer sur les manifestants. Des mesures donc exceptionnelles qui semblent pour le moment avoir calmé à Tunis la vague de violence. Quant au sud, la situation est toujours aussi précaire. L'armée, selon certaines sources, contrôlerait les centres-villes, mais il est toujours impossible de s'y rendre. Toutes les communications sont coupées. Et le secrétaire général de l'Union des travailleurs tunisiens a évoqué aujourd'hui la possibilité d'une grève générale si le gouvernement n'adoucit pas pour la population la hausse brutale du prix du pain et des produits céréaliers. L'aviation israélienne a à nouveau bombardé aujourd'hui la région de Baalbek au Liban en visant des bases chiites pro-iraniennes. Le bilan serait d'au moins 60 morts. De Jérusalem, Didier Eppelbaum explique ce durcissement de la pression militaire israélienne au Liban. Aujourd'hui, les milices pro-iraniennes, hier, les dissidents de l'OLP. Israël mène donc toujours une guerre sans répit au Liban. L'importance du nombre des victimes du raid de ce matin près de Baalbek tient au fait que, de sources militaires israéliennes, les milices musulmanes étaient logées dans 2 immeubles, un ancien bâtiment de la gendarmerie libanaise et un hôtel. Ils ont été quasiment détruits, 60 morts et 300 blessés de sources libanaises. Ce bilan risque bien sûr de s'alourdir lorsqu'on aura déblayé les décombres. À vrai dire, cette guerre est passée dans la routine pour les Israéliens qui se préoccupent bien plus aujourd'hui de leurs problèmes économiques. Mais le raid de Baalbek, par sa violence, est venu rappeler aux Israéliens que leur principal adversaire aujourd'hui, au Liban, est l'islam khoméniste. Le porte-parole militaire israélien dit que les milices chiites attaquent les troupes stationnées au sud Liban. Les raids aériens doivent donc être interprétés comme des mesures préventives, nous explique-t-on. Le président Reagan pourrait rencontrer prochainement le président syrien Hafez el-Assad. C'est ce que le président américain a laissé entendre aujourd'hui en accueillant officiellement à Washington le pilote américain libéré hier à Damas grâce à l'entremise du candidat démocrate noir à l'élection présidentielle américaine, le révérend Jackson. La Syrie a donc obtenu ainsi une réouverture du dialogue avec Washington, comme l'explique Maurice Werther. Le lieutenant Robert O. Goodman Jr. est reçu triomphalement à son arrivée à la base militaire d'Andrews, près de Washington. Aux côtés de M. Jesse Jackson,
dont l'intervention a été déterminante pour sa libération. Il remercie tous ceux qui l'ont soutenu et qui lui ont envoyé, dit-il, plus de 60 000 lettres d'encouragement. Le président Reagan, qui avait d'abord sous-estimé la démarche de M. Jackson, est bien obligé de recevoir à la Maison-Blanche, ensemble, le pilote libéré et M. Jackson. Il indique ce que sera la nouvelle orientation de la politique américaine au Liban. La Syrie ne sera plus l'ennemi numéro un, mais un interlocuteur valable. Essayons, dit-il, de rétablir la stabilité de cette région et d'obtenir le retrait de toutes les troupes étrangères. Et en réponse à une question, il dit que, naturellement, il est disposé à rencontrer le président Assad de Syrie. Revenons brièvement maintenant aux affaires françaises avec cette tentative d'attentat hier au Pays Basque. 2 rafales de mitraillettes visant manifestement la sentinelle de garde ont balayé une caserne de CRS à Anglet sans pourtant faire de victimes. L'action a été revendiquée par le groupe clandestin basque français Iparetarak. Jean-Louis Doumingue, condamné pour fraude. Il s'agit du fils du milliardaire rouge, Jean-Baptiste Doumingue. Son fils est président d'une filiale d'Interagra et il a été condamné à 7 000 francs d'amende pour tromperie sur la qualité de la marchandise vendue. Guy Ligier repart du bon pied, c'est du moins ce qu'il espère, avec une nouvelle voiture équipée d'un moteur Renault Turbo, avec 2 nouveaux pilotes, l'italien De Cesaris et le français Heunaut, ainsi qu'un nouveau commanditaire, le Loto. Guy Ligier avait choisi une manière pour le moins originale de présenter sa nouvelle équipe cet après-midi à Paris. Dominique Leglou. Un bleu plus soutenu, voici la nouvelle Ligier 84, la Ligier Loto. Enfin un nouveau moteur, le Renault Turbo Gordini V6, et surtout la présence d'un nouveau sponsor, le Loto National. 75% du budget pour le Loto, une part non négligeable qui représente 45 millions de francs. Ligier porté à bout de bras, avec l'aide de 3 autres commanditaires français. Un vieux rêve pour Guy Ligier devenir enfin champion du monde des constructeurs. En 79, Ligier avec Lafitte et Depailler était passé bien près de l'exploit. Ensuite, avec l'arrivée des moteurs turbo, Ligier est devenu de moins en moins compétitif et a même failli tout abandonner. Je puis vous dire qu'il y a 7 ans que je discute avec le Loto et il a fallu avoir beaucoup de persévérance et je crois que là Michel Castres a compris qu'il fallait soutenir une Formule 1 française. Est-ce que l'État indirectement n'aide pas aussi d'une certaine mesure la régie Renault, c'est-à-dire un moteur de plus, donc des chances de plus de devenir champion du monde? Je crois que c'était très important pour l'industrie française et pour l'industrie automobile, puisque maintenant il y aura deux Formule 1 en France qui, je crois, seront compétitives. Et si nous pouvons porter le message à l'étranger et faire exporter et faire vendre des voitures françaises et des voitures Renault, alors croyez-moi, on va se battre pour ça. Premier pas publicitaire du Loto dans le domaine du sport, l'automobile ne devrait pas être un domaine exclusif. Nous avons un plan d'investissement où nous investirons dans le sport, dans d'autres choses. Nous ne nous bornerons pas effectivement à la Ligier Loto. Et je compte bien, entre autres, faire des choses vers le sport amateur, par exemple, car il n'y a pas que les sports professionnels ou les sports mécaniques, mais c'est tout à fait une politique délibérée. Les jeux du hasard sont donc appelés à soutenir un sport où le rôle du hasard doit être nul, mais où la part de chance peut être providentielle. Dans le même registre, les pronostics de Pierrette Bresse pour le quartet de demain à Vincennes. Vous allez les lire en même temps que moi, le 10, le 18, le 16, le 12, le 17, le 15, le 7 et le 5. Parlons du temps maintenant, Alain Gillot-Pétré, et d'abord des ravages que le mauvais temps provoque chez nos voisins britanniques. Sur des images qui ne vont pas tarder à arriver, oui, c'est la Grande-Bretagne qui aura connu l'hiver avant nous. Il neige là-bas, il neige beaucoup après la tempête d'avant-hier qui a soufflé à 150 km/h en rafale et qui a fait, hélas, au moins 7 morts par accident de la route ou noyade, ou les deux. De nombreux bateaux ont été en difficulté et ces deux-là, dans cette avalanche de malheur, ont réglé leurs problèmes astucieusement en jouant à monte là-dessus. Et tu verras, Montmartre, les équipages ont été évacués en hélicoptère. Celui-là aussi, mais en Espagne, au Pays Basque, s'est échoué sur la terre poussé par d'énormes vagues. Et il y est resté preuve manifeste que les gros bateaux n'ont pas de jambes, les petits non plus. Et pour cette nouvelle année qui commence, eh bien, on va arroser ça avec une nouvelle perturbation qui nous arrive par le nord-ouest. On la voit sur la photo satellite, une énorme tache blanche. Elle est ici, elle est actuellement sur l'Islande. Elle va descendre
s'étendre sur la France. Demain, elle se situera sur le nord-ouest et elle va progressivement glisser vers l'intérieur. La précédente de Grande-Bretagne, elle est ici maintenant et elle s'évacue vers la Sicile. Voici la carte pour demain. Donc, en milieu de journée, une zone de mauvais temps, située sur le nord-ouest, se décalera, précédée de petites chutes de neige localement, précédée de petites chutes de neige, même en plaine, se décalera donc vers l'intérieur, où auparavant le ciel aura été variable, avec quand même de belles éclaircies, mais aussi des averses résiduelles de neige sur le Jura, les Alpes et les Pyrénées. Sur la Méditerranée, de toute façon, c'est du beau temps, grâce à un vent de nord et de nord-ouest modéré, une sorte de Mistral et de Tramontane. Le baromètre est en baisse, le thermomètre aussi, très légère baisse. Moins 4 le matin dans le centre, moins 3 au nord-est, moins 1 sur le bassin parisien et l'après-midi de 0 degré au nord-est, 1 à 2 degrés au centre et ailleurs de 6 à 14 degrés maximum en Corse. Des températures tout à fait normales pour la saison, c'est le début de l'hiver, on verra pire. Hein. Demain, jeudi 5 janvier, 1 minute de soleil. En plus, réconfort, le 8h43 couché, 17h08. Si vous connaissez un Édouard, souhaitez-lui sa fête. C'est à 22h50 que Claude Sérillon vous présentera notre dernière édition. Demain, 12h45, antenne de midi, 18h30, c'est la vie. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Très bonne soirée.